Le juge, un homme puissant et impitoyable, s'apprêtait à prononcer le verdict dans une affaire importante lorsqu'il fut interrompu. Une petite fille s'approcha, lui toucha le front et dit avec un calme ferme et terrifiant. « Puis-je lire dans tes pensées ? Tu mens. » Ce qu'elle a révélé ensuite a déclenché le plus grand scandale que la ville ait jamais connu. La salle d'audience ressemblait à un temple antique, avec des colonnes en bois sombre s'élevant comme des sentinelles silencieuses et une galerie qui ressemblait plus aux marches usées d'un lieu sacré qu'à une salle de justice. Au centre de tout cela se tenait Hector Valverde, sa robe noire impeccable tombait brusquement, ses yeux gris acier fixes, son expression gravée dans la pierre. La nation le surnommait le juge de fer, et ce n'était pas un hasard. Sa seule présence était comme une lourde couverture étouffant quiconque osait traverser cette pièce. Il n'y a pas de place pour l'émotion ici, pensa-t-il froidement, en ajustant le poignet de sa robe avec une précision chirurgicale. Pendant des années, ses décisions avaient façonné ce qu'on appelait encore la justice ou ce qu'il en restait. Hector ne se laissait pas influencer par les larmes ni par les voix tremblantes. Il avait condamné des maires, libéré des coupables et classé des affaires sans jamais croiser le regard désespéré de ceux qui imploraient sa clémence. La loi ne cède pas aux sentiments, répétait-il silencieusement, presque comme une prière. Ses collègues le respectaient. D'autres le craignaient. Le public oscillait entre révérence et dégoût. Mais tous étaient d'accord sur un point, il était intouchable. Son nom était de retour à la une des journaux, non pas pour un simple verdict, mais pour avoir présidé le procès le plus attendu depuis des années, celui de Ricardo Lafuente, un homme d'affaires influent, un millionnaire accusé de corruption, de pots de vin et, plus grave encore, d'avoir orchestré la disparition d'un témoin clé. Est-ce la chute, murmuraient les rédactions. C'était le genre d'affaire capable de faire basculer un système entier. Et l'homme au cœur de cette affaire, celui qui tenait la balance, n'était autre qu'Hector. L'accusation était armée jusqu'aux dents. Enregistrements audio clandestins. Virements bancaires douteux. Documents falsifiés. Et même le journal intime caché d'une jeune fille qui en avait trop vu. C'est irréfutable, a déclaré le procureur en soulevant un dossier rempli de pièces jointes. La presse suivait chaque battement de cœur du procès avec un regard avide. Le peuple espérait, certains priaient même que cette fois-ci, la justice triompherait. Mais le tribunal, comme toujours, était suspendu sous le regard froid et impénétrable d'Hector. Puis, petit à petit, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les preuves de l'accusation ont commencé à s'effondrer une à une. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais à cause de failles dans leur origine. Il y a une erreur dans le protocole d'enregistrement, murmura Hector de sa voix sèche. La date est incompatible avec les délais judiciaires, a-t-il jugé, rejetant un témoignage crucial. Des témoins émus ont été réduits au silence par des formalités procédurales. Des documents cruciaux ont été écartés sans un second regard. Je ne suis pas ici pour faire plaisir au public, pensa-t-il en parcourant la salle d'audience sans broncher. Les journalistes ont échangé des regards, les sourcils levés en signe d'incrédulité. « Que veux-tu dire par non » murmurèrent-ils. « Est-ce qu'il va vraiment laisser cet homme en liberté ?» Dans la galerie, une femme serrait fermement la main de son petit-fils. Le garçon murmura doucement, « Grand-mère, cet homme va-t-il s'en aller ?» « Chut » murmura-t-elle, mais son visage était tendu, ses yeux rivés sur le juge, comme si elle implorait un signe du ciel. L'air était lourd de choc, de tension et d'incrédulité. À chaque coup de marteau, Hector semblait effacer un autre morceau d'espoir. Et puis, de sa voix ferme et froide habituelle, Hector commença à lire le verdict. La foule retenait son souffle. Les photographes levaient leurs appareils, flash prêts. L'avocat de Ricardo ajusta sa veste, un léger sourire narquois touchant le coin de ses lèvres. « C'est fini » murmura-t-il à son client. En bas, les yeux du juge se rétrécirent tandis qu'il lisait le papier devant lui. Encore quelques secondes et les derniers mots allaient tout changer. Le bruit des talons du juge résonna violemment sur le sol en marbre alors qu'il s'installait sur sa chaise, prêt à rendre sa décision. L'air lui-même semblait gelé, comme si même l'oxygène refusait de bouger, paralysé par le poids de ce qui allait se produire. Puis, du fond de la salle d'audience, un léger bruit brisa le silence. Des pas nus, petits et irréguliers. Toutes les têtes se tournèrent comme une seule, attirées par un aimant invisible. Une jeune fille, mince, les cheveux emmêlés, ses vêtements simples et usés contrastant fortement avec la formalité qui l'entourait, marchait seule dans l'allée centrale. Un garde s'est déplacé instinctivement pour l'intercepter. « Eh, gamin, tu ne peux pas être ici !» Mais elle leva simplement une main,
sereine, presque éthérée, et l'homme se figea sur place. Personne ne comprit pourquoi. Elle continua de marcher, les yeux rivés sur le juge, comme si elle savait exactement où elle était et exactement ce qu'elle devait faire. Au premier rang, un avocat s'est levé, confus. Qui est cette fille? Que se passe-t-il? Mais personne ne pouvait l'arrêter. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, comme si chaque respiration, chaque battement de cœur tournait uniquement autour d'elle. Elle s'arrêta à quelques pas du banc du juge, leva les yeux et gravit calmement les 2 marches en bois jusqu'à se retrouver face à face avec Hector. Il fronça les sourcils. La sécurité, dit-il doucement. Mais les mots tombèrent à plat. Les gardes restèrent immobiles. Ils ne pouvaient pas. La jeune fille leva sa petite main sale, son poignet était écorché par une fine égratignure et posa doucement ses doigts sur le front du juge. Un tremblement à peine perceptible parcourut la pièce, comme un murmure porté par le vent. Je peux lire dans tes pensées. Tu mens depuis longtemps, dit-elle doucement, d'une voix ferme mais étrangement douce. L'impact a été dévastateur. Un murmure collectif parcourut la salle d'audience, puis s'effondra dans un silence de mort. Hector ne réagit pas. Il resta figé, les yeux écarquillés, comme si cette petite main avait transpercé non seulement sa peau, mais quelque chose de bien plus profond. Quoi? Que as-tu dit? Murmura-t-il d'une voix tremblante. Vous me menacez? C'est un affront à la cour? Mais la fille resta silencieuse. Ses yeux enfantins et impossibles ne vacillaient jamais. Ils détenaient une sagesse éternelle qui n'appartenait pas à quelqu'un d'aussi jeune. Les caméras tournaient à toute vitesse. Les journalistes se levaient. Les téléphones portables s'allumaient. Les doigts appuyaient instinctivement sur les boutons d'enregistrement, comme si tout le monde savait qu'ils assistaient à un moment historique. Un journaliste a murmuré à son collègue. Qui est cette fille? D'où vient-elle? Je ne sais pas, murmura l'autre, mais cela va bouleverser le monde. Le juge a tenté de reprendre le contrôle du moment. Sortez cette fille d'ici, ordonna-t-il à nouveau. Mais personne n'a bougé. Ni les officiers, ni les avocats, ni même les gardes. C'était comme si toute la pièce était tombée sous son charme. La fille fit un pas en arrière, ses yeux ne quittant jamais les siens. Tu caches des choses depuis longtemps, dit-elle doucement, mais les mots frappèrent comme le tonnerre. Aujourd'hui, les gens vont voir. Elle se tourna légèrement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais d'une manière ou d'une autre, elle parvint à toutes les oreilles. Il sait de quoi je parle. Il sait ce qu'il a fait. La tension était insupportable. Un enfant, seul, défiant le juge le plus redouté de la nation. Le visage d'Hector se tordit alors qu'il essayait de reprendre le contrôle. C'est absurde. Une manipulation. Une farce. Mais ses yeux le trahissaient. Il s'élançait, agité, comme s'ils avaient vu quelque chose ou quelqu'un qu'ils reconnaissaient. La jeune fille s'écarta, tourna son visage vers les caméras et dit avec une conviction calme. Il n'est pas celui que tu crois. Et je peux le prouver. Un frisson parcourut chaque âme présente dans la pièce. Un procureur a laissé tomber son stylo. Un photographe haleta. Et la fille, petite, fragile, de taille insignifiante, se tenait debout devant le marbre, les robes et le pouvoir. Comme si elle était seule là pour une raison que personne ne comprenait encore. Comme si rien en rien, pas même le pouvoir absolu d'un juge ne pouvait la faire taire. Alma n'eut pas besoin d'élever la voix. Son regard posé sur le juge, ferme et inflexible, suffisait à faire taire toute la salle d'audience. Ses pieds nus, couverts de poussière, semblaient totalement déplacés sur le sol en marbre poli, et pourtant elle se tenait là comme si elle y appartenait, comme si le poids de la vérité l'ancrait à cet endroit même. Je m'appelle Alma, dit-elle doucement, sans se presser. J'ai 10 ans et je suis ici parce que quelqu'un doit dire la vérité. Hector cligna des yeux une fois, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un réussit à graver le doute dans son regard durci. Le 12 septembre 2013. Vous êtes entré au café La Vina à 8h17. Vous vous êtes assis à la table du fond et avez reçu une enveloppe marron. À l'intérieur se trouvaient $50 000 en espèces. La foule s'agita. Un photographe marmonna un juron. Le procureur, sans ciller, murmura, c'est dans le dossier? Mais non, ce n'était pas le cas. Rien de tout cela ne l'était. Alma révélait des vérités qu'aucun document officiel ne contenait. L'enveloppe avait été remise par Moro Ortega,
un cadre d'Eltron SA, qui souhaitait déposer une plainte environnementale. Et vous l'avez déposée. 3 jours plus tard. C'est absurde, s'est exclamé l'un des avocats de la défense. Que quelqu'un sorte cette fille d'ici. Mais même les gardes restèrent immobiles. Personne n'osait l'interrompre. C'était comme si chacun de ces mots avait le poids d'une sentence finale. Hector essaya de se ressaisir. Tu délires. C'est sans fondement. Alma fit un pas en avant, sa petite silhouette inébranlable. Voulez-vous que je vous donne le numéro de votre compte aux îles Caïmans? Ou préférez-vous que je vous parle de la rencontre avec Ricardo Lafuente, dans le bureau de votre frère, où vous avez accepté de dissimuler les empreintes digitales du témoin disparu? À chaque nom, à chaque date, à chaque chiffre exact, le visage d'Hector pâlissait, le sang s'écoulait comme un homme voyant son propre reflet dans un miroir qu'il ne pouvait plus contrôler. Il s'efforçait de maintenir son expression, mais ses mains le trahissaient, ses doigts tremblaient, sa mâchoire serrée. Comment sait-elle tout ça, pensa-t-il. Qui lui a donné cette information? C'est impossible. Mais c'était le cas. Et le plus terrifiant, c'était qu'Alma ne lisait aucun journal, ni ne jetait un coup d'œil à une tablette ou à des notes. Chaque mot jaillissait de sa mémoire, avec le calme troublant de quelqu'un racontant quelque chose qu'il avait vu, quelque chose qu'il avait vécu. En 2015, a-t-elle poursuivi, vous avez condamné une femme innocente pour homicide. Elle avait dénoncé le chef de la police pour extorsion, et vous l'avez réduite au silence en la condamnant à 30 ans de prison. Son nom était Camila Espinosa. Elle avait un jeune fils, monsieur le juge, un garçon. Le mot frappa comme une lame. Hector tressaillit, fermant presque les yeux, mais Alma le vit. Il a pleuré dans la salle d'attente de la prison pendant plus d'1 heure, mais vous avez refusé de le recevoir. Vous avez dit qu'il n'avait aucune importance, que le drame ne vous touchait pas. Chaque mot, prononcé avec une précision glaciale, le transperçait comme un couteau. Les caméras, autrefois indifférentes, étaient désormais toutes braquées sur le juge. L'homme qui avait si souvent humilié les accusés, ignoré leurs supplications désespérées et porté le masque de l'autorité s'effondrait peu à peu. La presse commença à diffuser en direct. Sur les réseaux sociaux, le nom d'Alma se répandait comme une traînée de poudre. Qui est cette fille? Demandaient les hashtags. D'où vient-elle? Un journaliste a murmuré, ce n'est pas seulement une accusation, c'est une condamnation publique. Et puis, Alma a porté le coup final, non pas avec des cris, mais avec la simplicité brute de la vérité. Vous n'avez plus le droit de juger qui que ce soit, car vous avez cessé d'être juste depuis longtemps. Mais maintenant, le monde le constate. Il tituba en arrière. Le juge porta la main à sa bouche. Dans la salle d'audience où sa voix avait toujours été la plus forte, un silence étouffant régnait. Tout ce qui avait été dit ne pouvait être nié, ni démenti, et les dégâts ne faisaient que commencer. Dans les minutes qui suivirent les paroles d'Alma, un murmure s'éleva dans la salle d'audience, des regards échangés, des téléphones portables vibrant à l'unisson. Dehors, les journalistes se pressaient sur les marches du bâtiment, attendant l'arrivée du juge, impatients de capter toute réaction. Mais Hector Valverde n'est jamais sorti. Il resta immobile, affalé sur la chaise en bois sculpté, comme si elle s'était transformée en un trône de fer brûlant. La jeune fille avait révélé ce que même les journalistes les plus courageux n'avaient pas réussi à révéler depuis des décennies. Maintenant, tout brûlait. Les gros titres du lendemain criaient « l'impensable ». Le juge qui avait trop jugé était désormais dans le collimateur de la vérité. Les vidéos du discours poignant d'Alma ont été visionnées des millions de fois. Les chaînes de télévision ont interrompu leurs programmes habituels pour diffuser les images en prime time. Qui est cette fille, qui nu, ont demandé les présentateurs en direct. Entre-temps, sous le poids de l'indignation publique et de la force indéniable des révélations, le gouvernement a lancé une enquête d'urgence. En moins de 48 heures, des mandats de perquisition ont été exécutés. Des ordinateurs ont été saisis. Des tiroirs verrouillés ont été forcés. Des coffres-forts ont été vidés. Et à chaque nouvelle feuille de calcul découverte, un autre maillon de cette chaîne corrompue faisait surface, des transactions illégales, des conversations compromettantes, des noms qui étaient autrefois intouchables. Juges, procureurs, hommes d'affaires, toute une carte de la corruption, cousue de sang-froid et estampillée de signatures. Hector observait tout cela à la télévision, dans la cellule provisoire où il était désormais détenu. Il était assis en silence, les doigts pressés contre ses genoux comme s'il pouvait écraser son passé par la force de ses forces. Le 3e jour,
le gouvernement a publié une déclaration officielle, il existait des preuves convaincantes que le juge Héctor Valverde avait fait partie d'une organisation criminelle ayant des liens judiciaires, politiques et corporatifs. La chute fut rapide, brutale. L'homme qui symbolisait autrefois le marteau de la justice portait désormais des menottes et défilait dans les couloirs même où il avait condamné tant de personnes. L'une des images les plus symboliques est apparue d'une caméra de sécurité, Valverde franchissant les portes du pénitencier la tête baissée, quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Lors de l'audience de révision, il n'a pas pu soutenir le regard du juge qui présidait l'audience. « Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Valverde ?» Héctor hésita. La pièce s'inclina autour de lui. « Non » murmura-t-il enfin, mais à l'intérieur, des souvenirs le dévoraient, des visages qu'il avait ignorés, des cris qu'il avait fait taire, l'image d'une petite fille debout devant lui, la main portée à son front, lui montrant un reflet de ce qu'il était devenu. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux et à la télévision, la figure d'Alma est devenue une légende. Certains disaient qu'elle était la fille d'une victime. D'autres la qualifiaient de miracle ambulant. Personne ne savait avec certitude d'où elle venait ni où elle était allée. Elle était simplement apparue et révélée. L'ironie la plus amère était la suivante, parmi l'avalanche de documents, de textes et de relevés bancaires, ce qui a véritablement détruit l'empire d'Héctor n'était pas une preuve formelle. C'était la bravoure silencieuse d'une petite fille. Une présence qui a transformé la justice en quelque chose de plus grand que la loi. Ainsi, le vieux juge fut condamné non seulement par le système juridique qu'il dirigeait autrefois, mais aussi par le peuple, par les yeux qui virent la vérité prononcée par des lèvres aussi innocentes qu'inébranlables. La sentence était impitoyable, pas de privilèges, pas de robe, pas d'applaudissements. Il dormait désormais sur un mince matelas en mousse, entouré de murs qui ne respectaient plus les noms de famille. Pour la première fois de sa vie, il se retrouvait de l'autre côté du verdict. Le couloir de l'aile d'isolement craquait sous les pas d'un agent pénitentiaire épuisé. L'air était chargé de rouille, de sueur et de la vive brûlure du désinfectant. Le temps lui-même semblait figé. À l'intérieur de la cellule 118, Héctor Valverde se recroquevillé sur le banc de béton froid, n'étant plus que l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Les murs humides résonnaient de sa respiration laborieuse. L'éclat de ses yeux, autrefois glacial et impitoyable, avait disparu, remplacé par quelque chose de douloureusement humain. Un homme dépouillé par la vérité. Depuis son arrestation, ce ne sont pas les barreaux de fer froid qui le tourmentent, mais l'écho obsédant des paroles de cette petite fille. Je peux lire dans tes pensées. Tu as menti si longtemps. Les jours s'écoulaient dans un silence bruyant, interrompu seulement par le cliquetis mécanique des portes et le cliquetis sourd des chaînes. La nourriture arrivait sans saveur, le temps lui-même s'arrêtait étrangement, et son esprit devint une prison bien plus cruelle que n'importe quelle cellule. Lorsque la lourde porte métallique s'ouvrit en grinçant par cet après-midi étouffant, il ne prit même pas la peine de se retourner. Il s'attendait à une nouvelle visite administrative, avocats, enquêteurs, policiers, tous impatients d'obtenir des aveux, mais quelque chose dans cette présence était différent. C'était comme si l'air lui-même avait changé. Une étrange vibration emplissait l'espace, calme, constante, inexplicable. Une voix douce, presque familière, traversa l'épaisseur de la pièce. « Vous êtes toujours là, juge. » Héctor leva lentement les yeux et, l'espace d'un instant, il oublia où il était. Alma se tenait là, la même fille, celle qui avait brisé la carapace froide qu'il avait passé sa vie à construire. Elle se tenait pieds nus, vêtue de vêtements simples, son regard exprimait quelque chose qu'il n'avait jamais osé saisir, la pureté, mais sans naïveté. « Pourquoi es-tu venu ?» réussit-il à dire, la voix tremblante, plus rauque qu'il ne l'avait imaginé. Alma s'approcha d'un pas doux, s'asseyant gracieusement sur le banc en face de lui. Sa voix était calme et posée. « Les gens pensent que je suis venu pour t'humilier, mais ce n'est pas pour ça. Je suis venu pour me souvenir de toi. » Il déglutit difficilement, ses lèvres serrées l'une contre l'autre pour contenir le poids qui menaçait de s'élever et de se déverser de ses yeux. « Souviens-toi de moi, » murmura-t-il, les mots à peine audibles, comme si même demander était un fardeau trop lourd. Alma entrelaça ses doigts sur ses genoux, son geste était délicat mais résolu. « Que le mal que vous avez causé ne doit pas être la dernière chose que vous laisserez dans ce monde. » C'était comme si le plafond lui-même s'était effondré. Héctor s'effondrait à l'intérieur. « Tu devrais me détester, » avoua-t-il, la tête baissée, la voix à peine plus forte qu'un souffle. « Tu devrais me cracher au visage, me tourner le dos. J'ai été cruel envers tant de gens. » Sa voix, étranglée par des plaintes inexprimées, vacilla. « J'étais un monstre,
murmura-t-il, presque comme une confession intime. Un monstre en toge et cravate. Ses doigts agrippèrent ses genoux. Ses épaules tremblaient. Puis Alma fit un pas silencieux vers lui. Elle posa doucement sa main sur son épaule ou un geste simple qui fit frémir Hector jusqu'au plus profond de lui-même. Les monstres ne regrettent rien. Les monstres ne pleurent pas, murmura-t-elle, sont touchés à la fois légers et immobiles. Mais les hommes brisés, ceux-là peuvent être reconstruits. Son toucher portait le poids d'un pardon non exprimé, un pardon pas encore accordé mais toujours miséricordieusement disponible. La scène semblait tirée directement d'un film, une petite fille, fragile aux yeux du monde, capable de mettre un juge à genoux, non pas par la violence, mais par la force pure de sa présence, débordante de vérité, de sens. « Tu peux encore faire quelque chose, dit-elle doucement, le regard fixe, mais comme si ces mots atteignaient le cœur de chaque âme oubliée qu'elle portait avec elle. Tout n'est pas perdu. Tant de personnes sont enterrées vivantes à cause de vos erreurs. Des oubliés. Des gens qui sont encore là. » Hector resta assis dans un silence glacial. Chaque mot le frappait comme un clou enfoncé avec urgence dans les murs de son esprit. Alors qu'elle se levait pour partir, il voulait l'arrêter, dire quelque chose, n'importe quoi, lui demander qui elle était vraiment, d'où venait une telle sagesse impossible, pourquoi elle, plus que tout autre, se souciait de lui. Mais elle resta silencieuse. Alma a placé une feuille de papier pliée sur le banc. Des noms. Des histoires. Commencez par eux. La phrase flottait dans l'air comme un ordre voilé, un appel non pas de l'homme, mais de quelque chose de plus élevé, de quelque chose de non dit. Elle se dirigea vers la porte avec le calme de quelqu'un qui sait que sa mission ne fait que commencer ou peut-être qu'elle a déjà été accomplie. La porte se referma avec un clic métallique sec, et la cellule, autrefois un puits de punition, ressemblait désormais à une salle d'attente pour quelque chose de plus grand. Quand le silence revint, ce n'était plus la même chose. Hector prit le papier plié dans ses mains tremblantes. Il lut le premier nom, puis le second. Ramiro Ortega, condamné à 22 ans de prison pour agression, sans preuve concluante. Ses yeux se remplirent de larmes. C'était comme si, enfin, les voix qu'il avait ignorées étaient entendues. Pour la première fois depuis son incarcération, il sentait qu'il était encore possible d'agir, une voie à suivre, aussi étroite soit-elle. Une chance de réparation. Et tout cela parce qu'une fille au nom, une fille courageuse, au regard inébranlable et au cœur incorruptible lui avait rendu visite et lui avait montré qu'il était encore temps. La cellule sentait encore l'humidité et la rouille, mais ce matin-là, il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Hector Valverde s'est réveillé avant que les gardes ne l'appellent. La feuille pliée qu'Alma lui avait laissée rester en sécurité sous son oreiller, déjà froissée, déjà marquée de notes tremblantes au stylo à billes bleues délavées. Ses yeux fatigués parcouraient chaque ligne comme s'il cherchait des visages cachés dans les lettres. Ramiro Ortega. Francisca Morillo. Danilo de Jésus. Chaque nom portait en lui des échos ou des ombres du passé ou des voix étouffées, des regards qu'il avait refusé de croiser, des supplications qu'il avait enfouies sous la bureaucratie. Et maintenant, chaque nom semblait murmurer. Ne nous laissez pas ici. Il a passé la matinée la tête baissée, à griffonner dans les marges de vieux dossiers juridiques qu'il avait demandés à la bibliothèque de la prison. Les autres détenus regardaient avec confusion. Certains murmurèrent. Le juge est devenu fou. Maintenant, il écrit pour les prisonniers. Mais Hector s'en fichait. Il était différent maintenant. Il écrivait avec l'urgence d'un homme cherchant à retrouver un temps révolu. À chaque page, sa main tremblait moins. Comme si ses doigts apprenaient lentement un nouveau geste, le mouvement fragile et maladroit de l'humilité. Il a demandé de l'aide à ses co-détenus. Il a rassemblé les noms des avocats commis d'office, noté les dates d'audience, étudié les peines oubliées avec la ferveur de quelqu'un en quête de rédemption. Au cours de la 3e semaine, il a commencé à envoyer des lettres, de longues lettres manuscrites et minutieuses, certaines adressées aux familles des prisonniers, d'autres aux avocats de la défense, voire aux juges d'appel. « Je vous demande de réévaluer le cas de Julio Serrano », a-t-il écrit un jour. Les preuves qui l'ont condamné ne résisteraient pas à un examen rigoureux aujourd'hui. Dans une autre enveloppe, il a inclus une lettre adressée directement à Julio Serrano lui-même, à l'homme qu'il avait enterré vivant dans cette salle d'audience. « C'est moi qui t'ai condamné », a-t-il admis d'une encre qui tremblait. Il n'y a aucune excuse. Mais il y a réparation. Et j'essaie. Les réponses arrivèrent lentement. Certaines étaient empreintes de scepticisme, d'autres de colère. Une femme lui retourna sa lettre, déchirée en morceaux,
des notes rouges griffonnées sur les fragments. Votre repentir ne ramènera pas mon fils. Hector lut ces mots encore et encore, sans jamais se défendre, sans jamais offrir de justification. Il recolla soigneusement les morceaux, les remit dans une enveloppe et murmura. Ta douleur est aussi la mienne. Et il a continué son chemin. Il n'attendait pas de pardon. Il espérait seulement atténuer les dégâts, alléger ne serait-ce qu'une fraction du poids qu'il avait contribué à créer, même si pour certains il serait toujours trop tard. Un jour, dans la salle à manger de la prison, un jeune détenu s'est approché de lui. « Tu as écrit à mon frère. » On pensait que personne ne se souvenait de lui. Le garçon devait avoir à peine une vingtaine d'années, avec des mains fermes et un regard méfiant mais sincère. « Merci, » dit le garçon, et il partit avant qu'Hector ne puisse répondre. Une telle gratitude faisait plus mal que des insultes, car elle prouvait que, d'une manière ou d'une autre, sa tentative de réparer le passé aussi petite soit-elle atteignait quelqu'un. Tous les jours n'apportaient pas d'espoir. Mais quand il arrivait, ça faisait mal, car c'était important. C'était comme si Alma était toujours là, invisible, observant chaque geste, le guidant. Durant ces nuits agitées, le sommeil lui échappait. Il rêvait de visages ceux de ceux qu'il avait condamnés. Dans un rêve, il revit Alma. Elle était assise dans une salle d'audience vide, les pieds ballants au-dessus du sol, regardant le banc du juge où il s'était assis autrefois. « Il y en a encore beaucoup qui attendent, dit-elle doucement. Mais tu fais des progrès. » Et il se réveillait dans l'obscurité, trempé de sueur, mais avec un cœur un peu plus léger. C'était étrange, presque enfantin, mais une partie de lui croyait vraiment qu'elle était venue à lui dans ses rêves exprès, le guidant à travers le labyrinthe qu'il avait lui-même construit. Et ainsi, dans cette petite cellule humide, où autrefois il avait craint de tout perdre, Hector Valverde commença à construire quelque chose de nouveau. Pas de rédemption instantanée. Pas d'héroïsme creux. Mais une reconstruction lente et douloureuse. Morceau par morceau. Processus par processus. Personne par personne. Avec des mains plus stables et un esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années, il s'assit devant une nouvelle pile de dossiers. Les pages jaunies, avec leurs timbres décolorés et leurs agrafes rouillées, ressemblaient aux vestiges d'un système judiciaire abandonné à l'abandon. Puis, en haut d'une page, un nom familier lui coupa le souffle et le teint figé pendant plusieurs secondes. Miguel Herrera. Ce nom le mit immédiatement mal à l'aise, comme un écho d'un passé qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Il tourna la page, s'efforçant de l'ignorer, mais le nom revenait sans cesse apparaissant dans une autre affaire, dans une autre plainte. Miguel Herrera. Quelque chose, un poids invisible, le tira à nouveau en arrière, comme si le nom lui-même était trop lourd pour être enterré dans la mémoire. Il se leva, arpentant l'étroite cellule, le souffle court. Sur le papier, il n'était qu'un condamné parmi tant d'autres, un nom oublié dans un dossier oublié. Mais en lisant les détails, quelque chose au fond de lui commença à se fissurer. Accusé d'homicide aggravé, preuve contradictoire. Un témoin clé disparut avant même de témoigner. Hector se frotta les yeux fatigués. Puis il l'a vu, une écriture manuscrite dans le coin du verdict final. La sienne. Son sceau, sa signature. C'est moi qui l'ai condamné, murmura-t-il, les mots s'entrechoquant comme des éclats de verre dans sa gorge. Mais ce n'est pas juste. Ça sent le pourri dès le départ. Il tira le dossier entier vers lui, étalant les papiers usés sur la table improvisée de la cellule. Il commença à le relire une, deux, trois fois chaque fois plus lentement, plus intensément. Et à chaque avancée, l'odeur de manipulation emplissait l'air autour de lui. Des témoins aux déclarations contradictoires. Un rapport d'expertise incomplet. Des délais opportunément manqués. Au fond de la pile, une feuille volante ou une note inquiétante concernant une rencontre extrajudiciaire entre lui et deux procureurs. Cela seul aurait suffi à rouvrir l'affaire. Mais ce qui le bouleversa, ce fut le souvenir qui lui revint lentement, cruellement. Cette affaire lui avait été envoyée en urgence. Elle venait d'en haut. Elle venait d'en haut. Il répétait ces trois mots encore et encore, comme si un poison à effet retardé finissait par se propager dans son sang. Pendant des années, il s'était dit qu'il ne disait jamais cela. Qu'il n'obéissait jamais à des ordres. Mais en vérité, lors de ce procès, il avait reçu un appel. Une voix grave, celle d'un homme politique connu, l'avait exhorté à la rapidité, à la discrétion et à une conviction tranquille. Et il avait obéi, sans poser de questions.
Le nom Miguel Herrera lui semblait désormais une condamnation à son encontre. Je t'ai jeté dans un trou parce que c'était plus facile, parce que ça me convenait, murmura-t-il en pressant ses mains contre son visage, tandis que des griffes invisibles de honte s'enfonçaient dans sa poitrine. Puis, quelque chose a changé. Il a décidé d'aller plus loin. Il a demandé l'accès à des documents internes, fouillé dans d'anciens dossiers, écrit des lettres à un avocat commis d'office qui a réagi avec méfiance, mais aussi avec une lueur d'espoir. Et peu à peu, le squelette enfoui sous cette conviction a commencé à prendre forme. Miguel avait été impliqué dans un conflit territorial avec un homme d'affaires influent. L'accusation avait falsifié des témoignages. Le commandant avait ignoré des preuves cruciales de la défense. Et Hector, lui, avait été l'instrument ultime, le bras armé qui avait signé cette sentence injuste. J'ai porté le coup de grâce à ce cercueil. Et il est toujours vivant à l'intérieur. La nuit où il a rassemblé toutes les pièces du puzzle, Hector n'a pas pu dormir. Assis au bord de son lit étroit, pieds nus sur le sol froid, il fixait le morceau de papier portant le nom de Miguel. Et il murmura à voix haute. « Je vais commencer par toi. » Des larmes emplirent ses yeux, non pas des larmes de désespoir, mais de détermination. Ce matin-là, tandis que les tuyaux gémissaient et que les autres prisonniers ronflaient, il écrivait à la main. « Je demande la réouverture du dossier Miguel Herrera. » Motif, irrégularité structurelle. Omission de preuves. Contrainte exercée sur des témoins. Il la signa fermement. Pour la première fois, il usait de son autorité non pas pour écraser, mais pour élever. Mais lorsqu'il recoupa le nom d'Herrera avec d'autres vieux documents, cherchant la raison pour laquelle il lui semblait si douloureusement familier, quelque chose en lui céda. Il ouvrit un dossier ordinaire, presque trivial. Une photo en noir et blanc d'un homme menotté. Une adresse familière. Un quartier. Et puis, le nom d'une fille, Alma. Le papier lui tomba des mains comme s'il était en feu. La cellule tournoya. Hector s'appuya contre le mur, essoufflé, comme frappé par un coup invisible. Miguel Herrera était son père. Et Alma, la jeune fille qui s'était tenue devant lui, inflexible, était la fille de l'homme qu'il avait enterré vivant par une erreur impardonnable. Là, dans la pénombre, entourée de papier et d'ombre, le doute n'existait plus. Alma n'était pas là par hasard. Sa présence n'était pas un acte de courage isolé. Elle était la vérité incarnée. La conséquence. Le reflet le plus pur de tout ce qu'il avait fait semblant de ne pas voir pendant tant d'années. Et maintenant, la mission de réparer les dégâts n'était plus seulement professionnelle. Elle était personnelle. Elle était humaine. Il s'agissait d'une famille détruite. Une fille séparée de son père. Une fille qui n'avait jamais abandonné et qui, d'une manière ou d'une autre, avait guidé l'homme qui l'avait condamné sans le savoir. La demande de réouverture du dossier de Miguel Herrera a progressé avec une rapidité inattendue, peut-être grâce à la solidité des arguments techniques. Peut-être parce que le nom d'Hector Valverde pesait encore lourd dans le labyrinthe judiciaire. Même discrédité, il conservait un semblant d'autorité. Ou peut-être, qui sait, quelque chose de plus grand faisait bouger ses roues. En quelques semaines, l'affaire était de nouveau devant le tribunal. Une nouvelle analyse était autorisée. Des témoins disparus réapparaissaient. De nouvelles preuves apparaissaient, comme si elles attendaient le bon moment pour respirer. C'était comme si la vérité, trop longtemps restée silencieuse, avait enfin repris son souffle. Lors des audiences, l'atmosphère était différente. Le procureur en exercice écoutait plus qu'il ne parlait. Le président du tribunal gardait les yeux baissés, comme s'il portait sur ses épaules la honte de tout un système. Et Miguel? Miguel était assis derrière la vitre, plus âgé maintenant. Des rides profondes creusaient son visage, comme les cicatrices d'une guerre trop longue. Ses yeux, cependant, restaient vifs, agités, chargés de questions. Il portait toujours l'uniforme beige du prisonnier, mais il se tenait avec une dignité tranquille, comme un homme qui avait tout souffert et pourtant choisi de rester debout. Il observa en silence les visages de ceux qui l'avaient condamné. Et il attendit. Hector ne se présenta pas au tribunal. Il suivit l'affaire depuis une petite télévision dans la cour de la prison. Les mains moites, les yeux rivés sur l'écran. En entendant le nom de Miguel, il s'agrippa au bord de sa chaise jusqu'à en avoir les jointures blanches. Chaque témoignage proclamant l'innocence de Miguel résonnait comme un coup de marteau frappant la porte qu'il avait lui-même scellée. Lorsqu'un nouveau témoin déclarait sans hésitation qu'il avait été contraint de mentir, Hector versa une larme.
Je le savais, murmura-t-il. Je l'ai toujours su. Mais j'ai fait comme si ce n'était pas moi. Assister à la justice rendue sans sa main était à la fois un soulagement et une punition. Après 17 ans derrière les barreaux, la sentence fut annulée. Miguel Herrera fut déclaré innocent. Les paroles du juge semblaient solennelles, mais tellement minimes comparées à l'ampleur de l'erreur. À sa libération, Miguel ne célébra pas. Il ne sourit pas. Il leva simplement les yeux au ciel, ferma les yeux et prit une grande inspiration, tel un homme récupérant l'air qui lui avait été volé pendant près de 20 ans. Dehors, rares étaient ceux qui attendaient. La plupart avaient perdu espoir depuis longtemps. Mais parmi les visages curieux se tenait Alma. Pieds nus. Inébranlable. Elle ne s'est pas enfuie. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement tendu la main, comme quelqu'un qui invite quelqu'un d'autre à rentrer chez lui. Miguel s'avança vers elle. Il s'arrêta. Ils se regardèrent dans les yeux pendant un long moment, tremblant. « Tu as grandi » dit-il d'une voix brisée. « Et tu es revenu » répondit-elle. L'étreinte qui suivit ne fut ni bruyante ni théâtrale. Elle fut silencieuse, serrée et parfaitement vraie. Un père et sa fille, séparés par l'erreur, réunis par une force qu'aucun juge ne pourrait jamais maîtriser. Dans sa cellule, Hector vit tout. Et pour la première fois de sa vie, il pleura sans chercher à se cacher. Ses sanglots étaient horribles, brutaux, secouant tout son corps, comme si le poids du remords avait pris forme et l'avait écrasé de l'intérieur. « C'est moi » murmura-t-il en serrant le papier portant le nom de Miguel comme s'il s'agissait à la fois d'une blessure et d'une prière de pardon. « C'est moi qui ai détruit tout ça. Et pourtant, ils se sont réunis malgré moi. » La douleur était insupportable. Mais quelque part, enfoui en elle, quelque chose avait commencé doucement, lentement à guérir. Parce que même s'il ne pouvait pas effacer le passé, au moins maintenant il savait que quelque chose avait été restauré. Les jours suivants furent pour Hector plongés dans un silence absolu. Il ne parlait à personne. Il mangeait à peine. Il passait des heures assis, immobile, le regard fixé sur le sol froid et gris de sa cellule, comme s'il écoutait des murmures que personne d'autre ne pouvait entendre. Jusqu'à ce qu'un après-midi nuageux, il attrape le vieux papier sur lequel il avait inscrit les noms de tous les dossiers qu'il souhaitait encore réévaluer. Et à côté du nom de Miguel Herrera, il ajoute 2 mots simples et poignants, « Père de mon âme ». Elle fixa ces mots comme s'ils étaient une révélation sacrée, le lien ultime, le symbole d'une connexion plus profonde et mystérieuse qu'elle ne pourrait jamais pleinement comprendre. La jeune fille n'avait pas seulement démasqué un juge, elle avait sauvé son père. Cette nuit-là, lorsqu'elle s'est allongée et a fermé les yeux, elle a rêvé de son âme pour la toute dernière fois. Elle se tenait dans un champ, le vent caressant doucement ses cheveux, le visage levé vers lui avec un doux sourire, comme si elle reconnaissait silencieusement que quelque chose, enfin, s'était mis en place. « Il y en a encore d'autres qui t'attendent » murmura-t-elle, puis elle disparut à l'horizon. Hector se réveilla, les tempes ruisselantes de larmes brûlantes, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix. Car au moins une fois dans sa vie, il avait contribué à reconstruire ce qu'il avait lui-même détruit de ses propres mains. Le temps s'écoulait étrangement entre les murs de la prison. Les jours s'éternisaient, tandis que les mois filaient inaperçus. Depuis la libération de Miguel Herrera, Hector comptait ses dimanches au son des coups lointains frappés à la grille. Aucun de ces coups n'était celui qu'il attendait, et à vrai dire, il ne savait même pas ce qu'il attendait vraiment. Peut-être était-ce le pardon. Peut-être était-ce simplement le droit de regarder dans les yeux ceux dont il avait détruit la vie. Le visage d'Alma apparaissait dans ses rêves chaque nuit, telle une bougie vacillante qui refusait de s'éteindre. Et dans la solitude de sa cellule, il avait déjà répété ses retrouvailles 1000 fois. Pourtant, il n'y aurait jamais assez de mots pour dire ce qui devait être dit. C'était un matin au ton gris, où le vent de fin d'automne claquait contre les petites fenêtres crasseuses de la prison, lorsque le gardien apparut, l'air différent, la voix étrangement respectueuse. « Vous avez un visiteur » dit-il d'un ton sec mais non dénué de poids. Hector se leva lentement, sentant son cœur battre comme un oiseau prisonnier dans sa poitrine. « Qui » osa-t-il demander. Le garde hocha simplement la tête, sans rien ajouter. Le chemin jusqu'à la salle de réception lui sembla le plus long qu'il ait jamais parcouru. Ses mains tremblaient. Ses jambes vacillaient sous lui. Un instant, il songea à faire demi-tour, mais la porte était déjà ouverte. Assis en face de la froide table métallique se trouvaient Miguel et Alma, père et fille. Elle portait un chemisier blanc simple et impeccable. Ses cheveux, autrefois en bataille et ébouriffés,
était désormais délicatement tressé. Mais ces yeux-là restaient les mêmes, intenses, inébranlables, fixes. Miguel se tenait debout, les mains jointes dans le dos. Quand son regard croisa celui d'Hector, ses yeux se plissèrent, non pas par haine, mais sous le poids insupportable que seuls ceux qui ont déjà tout perdu peuvent porter. L'ancien juge s'arrêta sur le pas de la porte, déglutit difficilement et murmura « Vous êtes venu ». Miguel fut le premier à rompre le silence. Sa voix était grave, contenue, mais chaque mot semblait gravé dans l'air d'un feu discret. « Nous sommes venus parce que quelque chose en nous avait besoin de mettre fin à ce cycle, dit-il. Il marqua une pause pour respirer. Je ne voulais pas venir. Je pensais que je ne pouvais pas. Mais ma fille a insisté. Alma s'avança, sa petite silhouette stable, assise sur la chaise en face d'Hector. Tu as passé ta vie à ignorer les visages, dit-elle doucement. Aujourd'hui, tu vas vraiment regarder le nôtre. Hector s'assit lentement. Les larmes affluèrent avant même de pouvoir parler. J'ai détruit ta vie, dit-il, la voix brisée face à Miguel. J'ai pris tout ce qu'un homme peut avoir, sa liberté, sa paternité, sa dignité. Miguel resta silencieux quelques longues secondes. Puis il s'approcha et s'assit. Oui, dit-il doucement, tu as détruit. Mais tu as eu le courage de l'admettre et d'essayer de réparer. Il croisa son regard. C'est plus que beaucoup ne le font. Ces mots, prononcés sans fioriture, sans pardon explicite, frappèrent Hector avec la force d'un choc émotionnel. Il porta la main à son cœur, comme pour stabiliser quelque chose de fragile. Je ne viens pas vous demander pardon, dit-il d'une voix tremblante. Parce que je sais que ce serait trop peu. Je viens vous demander de me laisser porter ce fardeau avec vous, de me permettre d'aider d'autres personnes comme vous, même d'ici. Alma prit une profonde inspiration. Ses yeux brillaient de larmes retenues. La justice commence, murmura-t-elle, comme si elle récitait des mots écrits non pas sur du papier mais sur son cœur, quand quelqu'un a le courage de changer. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était lourd, chargé de souvenirs, de douleurs, et pourtant de quelque chose de nouveau. Quelque chose de fragile mais vivant, la possibilité. La possibilité de reconstruire. D'aller de l'avant. Alma tendit la main par-dessus la table froide. Lentement, avec hésitation, Hector fit de même. Lorsque leurs doigts se touchèrent, le poids de l'émotion le submergea. « Tu étais mon bourreau », dit enfin Miguel, d'une voix à peine audible et tremblante. « Mais aujourd'hui, tu n'es qu'un homme. Et les hommes peuvent changer. » Ces mots, prononcés si doucement, devinrent le pardon le plus puissant qu'Hector ait jamais reçu. Il s'effondra. Il pleura comme un enfant ou l'enfant qu'il n'avait jamais eu le droit d'être, car il avait passé sa vie entière à porter une armure. La visite a duré un peu plus d'1 heure, mais elle a laissé une trace qu'aucun temps n'a pu effacer. Alors qu'elle se levait pour partir, Alma jeta un dernier coup d'œil à Hector. « Il y a encore des noms sur cette liste, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Il hocha la tête, essuyant les larmes de son visage. « Beaucoup » murmura-t-il. Elle sourit faiblement. Puis elle se retourna et s'éloigna. Il y avait encore du monde qui attendait. Ils partirent en silence. Mais le bruit des pas d'Alma au léger, régulier et inébranlable résonnerait dans la mémoire d'Hector pendant très longtemps. Car lors de ces retrouvailles improbables, ce n'était pas seulement la justice qui avait fait un pas en avant, c'était le cœur humain lui-même qui avait enfin appris par où commencer.